Élu dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Rémi Trudel devient député du Parti québécois en 89. Ministre dans les gouvernements Bouchard et Landry, il a piloté des dossiers complexes, notamment les fusions municipales. Son plus grand coup en tant que ministre de l'Agriculture a été la création de la financière agricole. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Trudel. M. Trudel, vous avez passé votre enfance sur la ferme familiale, mais vous en avez gardé un si bon souvenir que vous, dans vos moments de loisirs, vous cultivez encore. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis originaire du comté de la Violette, dans la Mauricie, dans une petite municipalité, j'ai l'habitude de dire à la blague, internationalement connue, Sainte-Thècle, et la pure tradition québécoise, là. Une famille terrienne, des cultivateurs, on ne disait pas les producteurs agricoles, des cultivateurs, 10 enfants, une ferme, des enfants qui vont tous aller à l'université et donc qui vont laisser des marques tout au long de ma carrière parce que, y compris, que mon père avait deux autres caractéristiques. C'était un syndicaliste agricole. Il a fait avec l'Union, ce qui s'appelait l'Union des catholiques des cultivateurs à l'époque, l'UPA. L'UCC. L'UPA, il a été secrétaire de sa section pendant des années et des années. Et aussi, c'était un nationaliste à la Maurice Duplessis, un bleu, on disait. Alors, ça va me suivre, ça aussi, tout au long de ma carrière, ces racines, ces origines terriennes, rurales, dans le comté de la Violette. Et c'est ça, ça nous amène avant encore la politique, c'est que vous vous êtes occupé beaucoup impliqué dans le milieu universitaire. Oui, tout à fait. Moi qui étais de la Mauricie, je me suis retrouvé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda plus particulièrement, au tournant des années 75. J'ai quitté quelques années pour faire un doctorat à l'Université d'Ottawa. Et lorsque je suis revenu, Camille Lorrain, qui était ministre de l'Éducation, m'a demandé de présenter un dossier pour la création d'une université du réseau de l'Université du Québec, parce que l'Abitibi-Témiscamingue était la seule région au Québec qui n'avait pas son institution universitaire en propre. Ce qui est arrivé en 1983. C'est le premier ministre de l'époque, René Lévesque, qui va venir inaugurer la création, donc, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la première constituante de l'Université du Québec identifiée à une région avec 17 campus satellites, des petits et de grands campus, pour desservir une grande région. Je vais diriger cette université-là pendant une dizaine d'années avant de servir le public à titre de député. En politique, votre apprentissage, vous l'avez fait au niveau municipal. C'était en Abitibi, peut-être? Oui, c'était un bon apprentissage au niveau de la carrière politique parce que le niveau municipal, c'est le seul niveau de gouvernance qui est encore en lien direct avec les citoyens. Lorsque vous arrivez le premier lundi soir du mois et que vous ne vous êtes pas occupé du nid de poule en face du 380 chemin Hall à Granada, là, vous vous faites dire puis vous vous faites parler. Hein? C'est le seul lieu de gouvernement où les citoyens peuvent interpeller encore directement les élus. Alors, j'ai fait de mon apprentissage là. J'ai fait de mon apprentissage aussi à un autre niveau. Au fédéral. Au fédéral. Je serai candidat avec le NPD et Ed Broadbent, qui était chef du NPD à l'époque. En 88. En 88. Bon, alors, être candidat du NPD en Abitibi, au Québec, c'est pas une sinécure. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Je fais souvent une blague en disant « Dieu m'a protégé, j'ai été battu par 1500 voix ». Avez-vous mis un point final, vous, votre famille, la politique, là, bon, c'est fini? Oui, c'était un point final, c'était terminé pour moi parce que ça avait été une campagne de 6 mois. Ça n'avait pas fonctionné. J'étais retourné comme professeur dans ma propre université. Comment vous avez finalement dit oui? Bon, alors, M. Parizeau m'a demandé la permission de faire un sondage qui avait d'excellents résultats, et je lui ai dit qu'il fallait qu'il parle aussi à ma conjointe. Et il a parlé à ma conjointe, il a fait ça, et je me suis fait un raisonnement assez simple. Je me suis dit, parce que c'était pas
c'était pas le champ de roses, là. C'était pas une terre de roses là, en 1988 là, pour le Parti québécois. Hein. Beaucoup d'éditorialistes faisaient des petites gageures entre eux, là, qui en resteraient 10 au PQ. Là, hein. Il resterait Louis Arel, François Gendron, Jean Garon, qui en resteraient pas guère plus que 10, parce que M. Parizeau avait ramené à l'avant-scène, donc, la souveraineté, l'indépendance. Alors, le résultat net, alors je me suis dit, si des gens comme moi convaincus, me disais-je, n'y vont pas à cette élection qui va être difficile, qui va y aller? Alors, je vais y aller pour servir le parti puis servir la cause. La résultante, c'était que j'ai gagné par une mince majorité pour être député de l'Assemblée nationale. Mais pour gagner, vous deviez avoir une organisation, des moyens. Il y avait le programme du parti. Quel moyen vous aviez? Bon, en 1988, là, pour cette élection-là, c'était rudimentaire. Rudimentaire. Je pense qu'il y avait peut-être 10 bénévoles pour l'organisation d'un grand comté comme Rouyn-Noranda, Témiscamingue, parce qu'il faut se rendre jusqu'à la frontière de l'Ontario, dans ce grand comté-là, Témiscamingue-Sud. Peut-être 10 bénévoles. La formule la plus simple et qui n'est pas nouvelle, je suis parti avec mon auto et un compagnon pendant 30 jours. Je n'ai rien vu de l'organisation électorale. J'ai parcouru les 43 municipalités. À 2 occasions pendant la période de 30 jours. Ça veut dire qu'il faut en faire pas mal, ça. Et assez curieusement, quand je suis arrivé à la fin de la campagne, il y avait une municipalité que je n'avais pas visitée qui s'appelait Winaway. Winaway, ça, c'est une réserve algonquine, dans le fond du Témiscamingue. Le dimanche après-midi, je suis allé les voir. Il neigeait, je m'en rappelle, déjà en fin de septembre. Et là, j'ai rencontré le chef de bande, Jimmy, qui s'appelait, je m'en rappelle très bien, et il m'a dit, si vous voulez faire le revêtement bitumineux, l'asphalte, entre le village de La Force et la réserve, nous, on va y aller parce que de tradition, les Algonquins, ils ne votent pas. Ils ne votent pas, ils sont ni pour ni contre, ils ne votent pas. Ils sont tous allés voter. J'ai fait 70 voix de majorité dans ce petit village-là, et au net, j'ai gagné l'élection par 66 voix. Alors, Jimmy avait toujours l'habitude de dire, vous êtes notre député. Et il avait raison. Et il avait raison. Mais une mince majorité comme ça, là, dans le décompte en soirée, ça a dû balancer d'un côté comme de l'autre. Comment vous avez vécu ça? Ah, ça, j'espère que vous allez avoir du temps pour faire 7 épisodes, parce que c'est un épisode en soi. La soirée des élections, j'ai été déclaré battu 2 fois et gagnant 3 fois. Alors, la séquence, c'est Bernard de Rome déclare que c'est terminé. Radio-Canada, des bons relevés statistiques, c'est terminé. Alors, avec ma famille, je m'en vais dans mon local électoral, et en entrant, il y a un journaliste local qui me dit « Est-ce que vous êtes content de votre victoire? » Alors, comme on les connaît tous, évidemment, je lui dis « Fernand, c'est pas le temps de faire des blagues. » Il dit « Non, vous êtes gagnant. » Alors là, j'étais gagnant. Alors, je suis rentré dans mon local, tout le monde était content. Après les quelques échanges de bons souhaits, etc., j'ai dit, on va aller voir nos partisans. Il y en avait 500 de rassemblés dans une salle. En sortant de mon local électoral, quelqu'un me dit, parlez pas trop vite parce que vous êtes battu. Vous êtes battu, voici le bulletin officiel de la présidente d'élection. Alors, je suis allé rencontrer les 500 partisans et j'ai fait mon discours de perdant. Mais juste avant de terminer mon discours, quelqu'un m'a tiré sur la manche et m'a dit, rallonge un peu parce qu'il y a du neuf. Alors, j'ai rallongé un petit peu, on m'a apporté un nouveau bulletin, et là, j'ai été déclaré gagnant par 13 voix de majorité. Alors là, c'était la prudence, hein. Même que le fait cocasse, c'est, évidemment, nos proches suivent toujours ça, hein. Ma maman, qui était de ce monde à ce moment-là, m'appelle au téléphone le lendemain matin, et elle dit, c'est l'expression consacrée, un pauvre petit garçon, tu as perdu des élections. Puis j'ai dit, non, j'ai gagné. Ben, elle dit, moi, je me suis couché à 11 heures. Alors voilà. Ça a été toute une série de renversements le soir de l'élection. Et là, il y a eu un recomptage judiciaire. Vous êtes élu, vous êtes déclaré député, vous venez à l'Assemblée nationale. Comment vous êtes adapté à ça? Parce que là, vous passiez de recteur d'université à député dans l'opposition.
c'est un changement de régime, changement de salaire, sans doute, hein, Ouais. et aussi beaucoup d'éloignement. Comment vous avez conjugué ça? Ce sont des éléments difficiles difficiles à composer, avec lesquels composer. Surtout la distance. Hein? Surtout la distance, parce que ça veut dire que, 6 mois par année, sinon 8 mois, vous quittez votre région, vos enfants, votre famille, vos amis, mon entourage, etc. Ça, c'est l'aspect que j'ai trouvé le plus difficile. Sur la vie parlementaire elle-même, là, dans l'opposition, c'est un peu drôle à dire, mais c'est des beaux moments. Parce qu'on a du temps pour apprendre. On peut avoir essai-erreur, et c'est un beau moment d'apprentissage. Et comme le chef de l'opposition m'avait confié le dossier de la santé, des services sociaux et de la famille, j'avais en face de moi un parlementaire émérite, Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé. Et je pourrais dire aujourd'hui, en toute humilité, j'ai appris 50 75 de mon métier, de ma profession, de Marc-Yvan Côté, qui était au plan parlementaire un homme expérimenté, un homme agréable avec qui travailler et d'un dévouement, mais sans borne. Et j'ai beaucoup appris, pourvu que dans la position de l'opposition, tu veilles observer et apprendre. Moi, je m'étais mis dans cette position-là. Et puis, évidemment, là, c'est difficile parce que là, c'est pas tout à fait la même chose sur le plan du salaire, sur le plan des revenus. Mais il y a des ajustements qui se font et tous les députés élus dans l'opposition au gouvernement pensent toujours qu'un jour, ils vont passer à un poste ministériel et ça alimente beaucoup la motivation aussi. Ah oui, bien sûr. Mais pour votre région, là, vous aviez à l'Assemblée nationale le dossier de santé. Est-ce que vous aviez des dossiers prioritaires à régler en arrivant? Oui, il y avait un certain nombre de dossiers prioritaires à régler. Entre autres, ce qu'on appelait le dossier Raglan. Ça, il y avait la possibilité d'une ouverture par une multinationale d'une mine, la plus grande mine de nickel au Canada, à 1600 km de Rouyn-Noranda. Mais l'époque, déjà, à ce moment-là, était révolue de mettre sur pied des villages autour de la mine. Hein? On déplace les travailleurs au lieu de déplacer, au lieu de créer un village, parce que quand la mine ferme, comme à Murdochville, on est pris avec des situations ingérables. Alors, la question, c'était de dire, est-ce que tous les travailleurs de cette mine-là, à 1600 km, pouvaient provenir de Rouyn-Noranda, ce qui faisait comme 2000 emplois. Alors là, il était question qu'ils partent de Toronto ou qu'ils partent de Montréal, parce que le bassin est plus grand. Alors, il y avait une grosse bataille pour que Mine Raglan établisse son siège social à Rouyn-Noranda et surtout fasse son quartier de départ pour déplacer les travailleurs à partir de Rouyn-Noranda. C'était un dossier prioritaire à régler et ça a été réglé. Ça a été réglé avec la création, l'agrandissement d'un aéroport, d'une piste, et surtout, à même l'aéroport, le siège social de cette entreprise-là, avec une entente de 15 ans, si ma mémoire est fidèle, que rien ne bougerait, et ça fonctionne toujours. À l'Assemblée nationale, vous étiez dans l'opposition, vous étiez en apprentissage. La période des questions s'est réservée à l'opposition beaucoup. Est-ce que vous étiez un des premiers lieutenants et sur quoi vous frappiez des bons coups sûrs? Alors, la santé est toujours un champ de pratique assez extraordinaire. À la santé, il y en a à manger et à boire. Alors, comme j'étais à la santé, l'actualité nous donnait beaucoup d'alimentation. Cependant, moi, j'avais développé un petit instrument. Moi tout seul, je m'étais fait un formulaire pour présenter mes demandes de questions, appuyer les articles publiés dans les journaux au comité de la période de questions à 9h30. J'étais le seul parmi les 29 qui faisait ça. Si bien que les 6-7 députés qui faisaient partie du comité d'appel de questions, il y avait devant eux un document sur le sujet, les questions et à l'endos, l'article du journal, parfois agrandi, pour couvrir la page, vous comprenez bien? Si bien que j'avais des questions presque à tous les jours. Mais pour moi, c'était comme lever 5 heures, faire le tour des journaux comme tout le monde, mais surtout travailler de 7h30 à 9h pour préparer la question, puis non pas dire « j'aimerais poser une question », mais
la définir, l'écrire, La écrire la documenter. complémentaire, la documenter, si bien que là, c'était comme tout réchauffé pour le comité de la période de questions. Souvent, des collègues me disaient « T'as donc bien des questions souvent. » Alors, je disais « Bien, parce que les sujets sont intéressants. » M. Parizeau avait une grande confiance dans votre capacité de convaincre. C'est pour ça qu'il vous a nommé directeur de la campagne de financement pendant que vous étiez dans l'opposition. Mais être dans l'opposition puis diriger une campagne de financement, les sous rentrent moins vite. Comment vous êtes pris? Bien, je pensais avoir un certain nombre de qualités de motivateur. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin et toutes les fins de semaine, du jeudi soir aller jusqu'au dimanche soir, parce que le lundi était toujours réservé à mon comté, j'ai visité toutes les régions du Québec, à peu près 75 de chacun des comtés, et essentiellement, c'était de la motivation pour faire en sorte que ce soit eux qui fassent la campagne. Ça a marché. Ça a marché. Avec beaucoup d'énergie, puis un certain épuisement, là, mais ça a marché. On a fini à 110 ou 115 de l'objectif de financement, parce que les militants, surtout au Parti québécois, ils aiment voir les députés. Ils aiment la militance. Ils aiment parler politique. Votre premier mandat, première expérience à l'Assemblée nationale, quel bilan vous avez soumis à vos électeurs là, après 3-4 ans du premier mandat? 3-4 ans du premier mandat, ce que j'ai soumis à mes électeurs, c'était bien évidemment la réalisation quand même des dossiers locaux, hein, les centres communautaires au Témiscamingue. Une situation assez difficile au centre hospitalier. La construction du premier campus de l'Université du Québec. Moi, je l'avais fondé, je l'avais logé dans un édifice rénové, mais qui était nettement insuffisant. Un campus qui allait faire l'orgueil, qui fait toujours l'orgueil de la région. C'était les dossiers strictement locaux. Et par ailleurs, les dossiers santé avaient fait en sorte que j'avais été propulsé dans l'actualité nationale. Et ça, pour les gens de région, c'est très important parce qu'ils voient leurs députés dans les médias d'information comme un député très actif, reconnu et qui entendent jour après jour, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. C'est un facteur très important au niveau de la motivation des électeurs. La visibilité. La visibilité et le fait qu'ils se reconnaissent puis ils voient qu'il y a quelque chose qui se fait là. Bon. Et c'est toujours difficile pour un député de la majorité ministérielle qui ne pose pas de questions. Lui, il n'est jamais à l'écran, il n'est jamais dans les premières pages, rarement en tout cas. Alors ça, c'est pas qu'on mise là-dessus en soi, mais ça crée un fond de scène, c'est le cas de le dire, qui est très, très, très important pour la marche de la campagne électorale, si bien que la campagne de 1994, là, bien franchement, ça a été un pique-nique. Mais dans votre bilan, je reviens aux Algonquins. Est-ce que vous aviez réussi à faire asphalter leur route? Ah oui, on avait réussi à mettre un revêtement, un traitement de surface que nous appelions. Traitement de surface, oui, on avait réussi cela. Et ils ont revoté en masse pour le candidat, si bien qu'au lieu de gagner par 66 voix, bien là, le résultat, ça avait été 2500 voix de majorité. Là, vous avez été réélu en 1994, le PQ a pris le pouvoir, vous aviez fait vos premières armes, vous attendiez-vous à être nommé ministre? Tout à fait, tout à fait. D'abord, tout le monde pense qu'il va être nommé ministre, et a fortiori, comme j'avais fait mes classes, je m'attendais d'être nommé ministre, et comme tous les observateurs, les éditorialistes qui distribuent là, bon, les sièges à l'un et à l'autre ou à un ou l'autre des ministères, je m'attendais d'être nommé ministre, et ça a été comme très clairement maintenant au fil de l'histoire, une très grande déception pour moi, parce que d'abord j'avais été critique. On avait fait campagne à peu près exclusivement sur la santé, mais là il y avait comme un nouveau joueur hyper compétent dans l'arène, qui s'appelait Jean Rochon, qui était revenu de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, qui avait fait le rapport Rochon. J'avais fait la réforme avec Marc-Yvan Côté, et pour l'appliquer, on avait fait appel à Jean Rochon. C'était assez évident. Par ailleurs, j'avais été recteur d'université. On a beaucoup pensé à l'éducation, mais pour faire une histoire courte, ça a été ni l'un ni l'autre, ni rien. La seule consolation, si on peut l'appeler ainsi à cette époque-là, un autre personnage
éminemment connu et ayant servi le Québec avec beaucoup de mérite, Camille Lorrain, allait être nommé à la même responsabilité que m'a proposé le premier ministre, délégué régional. Le délégué régional, c'était quelqu'un qui était un député, c'était une nouvelle créature, parce qu'il y avait 3 ou 4 raisons. M. Parizeau était pris avec un surplus, un surplus de députés qu'il ne pouvait pas nommer à des fonctions ministérielles. Et puis, il y avait aussi, je me souviens de l'engagement central de M. Parizeau en 1994, un référendum dans un horizon de 8 à 10 mois. Et il y tenait. Alors, ça prenait des responsables dans chacune des régions. Alors, on m'avait demandé d'agir comme responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'était lié strictement au référendum? Non, pas strictement lié au référendum. Il y avait 2 fonctions. C'était faire en sorte que les dossiers régionaux puissent se rendre jusqu'au premier ministre. Le premier ministre réunissait ce conseil des délégués régionaux tous les 15 jours et chacun pouvait apporter et avait une voie privilégiée d'accès au bureau du premier ministre. Une war room qui avait été mise sur pied, une salle de projet, et tous les projets des régions étaient entrés et on pouvait les faire avancer avec la force qu'on pouvait faire parce qu'on avait des entrées au bureau du premier ministre. Bon, alors, il y avait ces 2 rôles-là, mais il y avait le rôle d'organiser la préparation au référendum qui allait se tenir au mois d'octobre, essentiellement. Mais ce n'était pas une fonction ministérielle. Durant les caucus ministériels, les réunions des députés du côté du gouvernement, vous avez continué d'être assez critique à l'interne, entre autres sur certains projets que le gouvernement voulait lancer. Oui, j'étais assez ferme sur un certain nombre de dossiers. J'en ai un dossier qui me revient particulièrement à la tête, là. La fusion de la Commission de protection de la jeunesse et des droits de la personne. Alors, avec un collègue aussi, que tout le monde reconnaît bien, Jean-Pierre Charbonneau, on avait mené une lutte assez féroce, parfois un peu oui, très féroce au dire de certains, mais on a comme forcé le ministre à apporter certains amendements au projet de loi pour conserver le banc jeunesse, au banc jeunesse une indépendance certaine vis-à-vis des droits de la personne. Mais ça a été une des batailles assez dures et chacun a toujours sa façon de voir les choses, mais le député, député au niveau gouvernemental, l'endroit pour faire connaître ses revendications puis défendre ses causes et ses citoyens, c'est le caucus des députés. Déjà qu'il y a un handicap très fort, ça se fait à huis clos. Mais c'est l'endroit par excellence pour défendre ses dossiers et ses idées. Si on ne le fait pas là, on n'aura pas d'autre chance. C'est le lieu de pouvoir, finalement. C'est le lieu de pouvoir. Pour les députés, c'est le lieu de pouvoir. On a vu un certain nombre de députés là, se lever parfois en chambre, poser des questions embarrassantes à un ministre de son parti, au gouvernement. Mais disons que ce n'est pas une formule très, très gagnante, cela, de faire mal paraître son collègue au gouvernement. Il y a l'avantage, donc, du huis clos dans les réunions de caucus des députés les mardis soirs. Et là, vous pouvez y aller avec la force, beaucoup plus de force que vous l'auriez en public. C'est l'endroit pour défendre vos concitoyens et vos causes. Au référendum, campagne référendaire, là, dans les mois qui ont précédé, comme durant le mois précédent, qu'est-ce que vous avez fait de particulier? Bien, je ne vais pas utiliser de formule très, très originale, mais j'avais pris la décision d'abord de rester campé dans mon comté. Bon, il y a toujours des tentations d'autres comtés qui veulent avoir des orateurs, qui veulent avoir des gens pour faire des discours sur la souveraineté. Mais quand vous êtes en Abitibi-Témiscamingue et que vous allez prononcer un discours dans le comté de la Violette, bien, c'est 3 jours, hein, parce qu'une journée de déplacement, la journée de déplacement dans le comté, puis la journée de retour, ce qui n'est pas très, très... ça peut être beaucoup glorifiant au plan personnel, là, mais pour la cause, c'est pas très, très payant, ça. Alors, j'ai passé les quelques 50 jours exclusivement dans mon comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Et encore là, vous vous souvenez, moi, j'avais 43 paroisses. Alors, c'est du monde à voir. C'est du monde à voir. Même la paroisse la plus petite, si tu n'y vas pas, ça se parle. Et le lendemain, les gens disent, et avec raison, il est allé partout, mais il n'est pas venu ici. Alors, son idée de la souveraineté, là, il peut s'organiser avec. Hein? Alors, il faut aller partout, partout, partout. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, ça a fini à 55 pour la souveraineté. On aurait aimé, bien sûr, que ce soit la même chose à Québec, mais ça n'a pas été le cas.
Comment vous avez réagi aux résultats dans votre région et au Québec? Bien, dans ma région, on était assez satisfaits, là, à 55 %, mais en même temps, on s'est bien aperçu que là où nous aurions pu faire des gains encore supplémentaires, c'est justement dans les régions. Il aurait fallu faire 58, 57, 58, même aller jusqu'à 60. Alors, on a toujours des regrets de ne pas avoir couvert telle partie ou telle autre partie, de ne pas avoir augmenté, surtout avec la marge qui séparait le oui et le non. Au niveau national, bien là, ça a été comme, évidemment, la grande, grande déception. La grande déception et surtout, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour le restant du chemin? Et le lendemain du résultat, M. Parizeau a démissionné, remplacé par M. Bouchard. Quand il a formé son conseil des ministres, avez-vous eu une autre déception ou si vous attendiez encore d'être nommé ministre? Là, je m'attendais d'être nommé ministre, mais surtout Lucien Bouchard m'avait appelé auparavant. Au début, quand il a annoncé son intention d'être candidat à la direction du Parti québécois, donc d'être premier ministre, il m'avait appelé, il m'avait dit essentiellement, bon, regarde, M. Trudel, vous auriez dû être ministre. Quand je formerai mon conseil des ministres, je ne vous oublierai pas, soyez assurés. Alors, c'était une façon de dire, là, si vous changez à d'autres choses, là, gardez vos munitions, là, parce que on va vous offrir un poste ministériel, et c'est ce qui est arrivé. Il m'a offert le poste des ministre des Affaires municipales, mais aussi responsable de l'habitation, ainsi que responsable des sports, loisirs et plein air. Mais en Abitibi, là, il y avait une particularité, c'est 3 comtés, je crois. 3 comtés, Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Et il y avait vous dans Rouyn-Noranda, il y avait François Gendron aussi, qui était quand même très expérimenté aussi. Ah, ça, c'était la grande question, parce que traditionnellement, et sur l'échiquier québécois, il n'y a pas 2 ministres d'une région, somme toute, à population restreinte, là, 160 000 de population. Il y a un ministre. François Gendron était un politicien beaucoup plus expérimenté que moi, qui avait déjà été ministre, très aimé, l'est toujours en Abitibi-Témiscamingue. Et là, il y avait 2 coqs dans le cours. Il y avait 2 coqs dans le cours et l'autre coq, il voulait bien aussi accéder au Conseil des ministres. Alors, le premier ministre en instance, Lucien Bouchard m'ayant appelé, ben, j'avais la conviction que j'entrerais au Conseil des ministres. Mais j'avais aussi une préoccupation pour quelqu'un que je respectais, avec qui j'avais fait des campagnes électorales, qui est un gentleman dans toute la force du mot, François Gendron. Mais c'est pas là que vous avez laissé circuler la rumeur qu'il devienne président de l'Assemblée nationale? Oui, j'ai comme alimenté. Hein, au fil de l'histoire, là. François Gendron était un homme tellement expérimenté que beaucoup d'autres le voyaient président de l'Assemblée nationale. Alors, moi, je me disais, pour solutionner le dilemme du premier ministre, bien, François Gendron ferait un excellent président de l'Assemblée, ce qu'il a démontré au fil des années d'ailleurs. Et moi, ça me permettait de me trouver une porte de sortie de côté pour le dilemme qui était posé. Alors, comme on dit communément, je n'ai pas parti à rumeur, mais je l'ai alimenté. Mais dans la région là, de l'Abitibi, vous étiez à Rouen, il y avait d'autres régions. Est-ce qu'on ne vous a pas soupçonné de tirer la couverture un peu fort pour apporter... Ah non, on ne m'a pas soupçonné, on m'a accusé. Ah oui? On m'a accusé de tirer, puis je tirais pour ça. Parce que Rouyn-Noranda-Témiscamingue, le comté, de toute son histoire, c'est la première fois qu'un de ses députés était nommé ministre. C'était une fierté incommensurable et je m'en suis servi pour tirer la couverte dans mon comté sans cachotterie, avouée, éclairée. Je tirais sur la couverte parce qu'il n'y en avait pas eu suffisamment, à mon avis, surtout au goût des électeurs, suffisamment de bouts de couverture au fil des années. Alors, on m'a accusé d'être trop centré sur Rouyn-Noranda, ce qui, à la lumière de l'histoire, était vrai. Merci, M. Trudel. On continue la semaine prochaine. Au plaisir.